Salut la team, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo où je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées. Tu sais, de temps en temps maintenant, j'aime bien prendre une dizaine de questions et les traiter avec toi comme ça, faire une fac, où on parle cool, où je te réponds comme ça d'un trait. Un peu comme le groupe WhatsApp qu'on a avec mes participants. Tu sais, quand tu es participant de ma formation, tu intègres le groupe WhatsApp où je suis dessus. Et du coup, ça se passe un peu comme ça, on débriefe, on discute. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre aux questions qu'on m'a posées. Je vais essayer de te mettre le sommaire sous le lien de la vidéo, comme ça tu regardes, tu peux avancer ou reculer sur une question qui t'intéresse plus particulièrement qu'une autre. Donc il y a une question d'Alex. Salut Mehdi, merci beaucoup pour tes vidéos, j'adore ce que tu fais, c'est très gentil, merci Alex. On m'a proposé pour mon achat un taux variable, dis-moi ce que tu en penses, quelle est la différence entre un taux fixe et un taux variable? Qu'est-ce qu'un taux fixe, un taux variable? Un taux fixe, comme son nom l'indique, c'est fixe, c'est-à-dire que la banque te fait un prêt, il y a un tableau d'amortissement et la durée du remboursement est fixe. C'est-à-dire jusqu'à la fin de ton prêt, tu rembourseras la même échéance. C'est connu à l'avance, c'est beaucoup moins risqué. Moi, j'ai fait uniquement du taux fixe parce que je n'ai pas l'âme d'un joueur. Mais ceux qui ont fait des taux variables ces dernières années ont été extrêmement gagnants. Un taux variable, qu'est-ce que c'est? C'est un taux qui varie, qui peut soit monter à la hausse, soit descendre à la baisse. Selon l'indice avec les banques laquelle travaille, mais le plus souvent, c'est l'Euribor. C'est-à-dire c'est la moyenne des taux pratiqués dans la zone Europe entre les banques. Donc, ceux qui ont fait des taux variables les précédentes années-là ont été extrêmement gagnants. Tu as bien vu, les taux sont hyper bas. Donc, le taux est descendu chaque année et du coup, la mensualité est descendue chaque année. Est-ce que je te conseille là maintenant de faire un taux variable? Là, on est sur une optique de stabilisation des taux, voire peut-être encore même de la baisse. Mais on n'est pas à l'abri d'une grande remontée dans quelques années. Donc si jamais tu as un projet à court terme, je pense qu'on va rester encore comme ça, je ne sais pas, 1, 2 ans, personne n'a la réponse. Mais si tu as un projet à court terme, oui, tu peux tenter le taux variable. Mais quoi qu'il en soit, si tu prends un taux variable, s'il te plaît, prends-le capé. En général, les taux variables ici sont capés plus 1, moins 1, voire plus 2, moins 2. Comme ça, dans tous les cas, tu sais la mensualité maximum que tu paieras si ça monte au max et la mensualité minimum que tu paieras si ça descend. Mais au moins, tu as quand même une soupape de sécurité et tu sais quand même où tu mets les pieds. Et que même dans le pire des cas, la plus grande des échéances, l'opération est quand même rentable. Question numéro 2 de Quentin. Salut Mehdi, continue comme ça, t'es trop nature, t'es au top, continue. Merci Quentin. Dis-moi, je voudrais savoir, j'ai un bien de payer, je ne veux pas le vendre, puis-je le laisser en garantie à la banque? D'accord. Donc si j'ai bien compris, tu as déjà un bien qui est payé, ça t'embête de le vendre pour X raisons. J'espère que tu ne fais pas de sentiments. Je vous ai déjà dit, dans l'immobilier, il n'y a pas de sentiments. C'est du business. Si c'est plus intéressant de vendre un bien, on vend, on refait un coup, etc. Mais bon. Alors, ce bien que tu as déjà payé, oui, effectivement, tu peux l'apporter en garantie à la banque. Par exemple, la banque va te faire une hypothèque dessus et pourra te refinancer un autre bien. Donc oui, si tu veux, tu n'es pas obligé de le vendre, tu peux le garder et l'apporter en garantie à la banque. Ça se fait, c'est une autre forme de garantie, tu apportes un bien qui est déjà payé. Donc oui, vois avec ta banque, tu peux l'apporter en garantie et du coup, je pense qu'ils vont te refaire un nouveau prêt. On passe à la question numéro 3 d'Amine. Salut Mehdi, j'espère que tu vas bien, continue tes vidéos, ça m'a apporté beaucoup de choses, merci Amine. Je voulais revenir avec toi sur un point, penses-tu que le statut LMNP pour un seul bien vaut le coup? Alors Amine, j'ai besoin de plus d'éléments, j'ai besoin d'avoir des chiffres, j'ai besoin d'avoir le prix d'achat, mais je vais essayer de te répondre en général. Si tu souhaites te développer dans l'investissement locatif, oui, je pense que le LMNP pour un seul bien vaut le coup. Pourquoi? Parce que tu vas faire ta déclaration d'activité et que tu vas continuer et tu vas venir y ajouter des nouveaux biens dans ta liasse fiscale. Donc, si tu souhaites continuer, autant le faire maintenant. Si tu ne souhaites pas continuer et que tu veux faire un seul bien, alors il faudrait que tu fasses le calcul entre qu'est-ce qui est plus intéressant entre le micro-BIC, par exemple, l'abattement de 50%, et le LMNP. Sachant qu'en LMNP, tu as des frais de comptable, même si ce n'est pas obligatoire, c'est très fortement conseillé d'en prendre un. Tu auras des frais de comptable qui peuvent être remboursés à hauteur des 2/3, mais je ne vais pas rentrer, ça c'est des infos que j'ai gardées, qui sont dans ma formation, c'est un module fiscalité qui dure 2h30 dans ma formation. Donc, par respect pour eux, je ne vais pas non plus tout dévoiler, mais il faut savoir qu'il y a des frais de comptable qui peuvent être remboursés à hauteur des 2/3, il y a des plafonds, etc. Mais
En général, le LMNP, oui, il est intéressant, même à partir du premier bien. Mais quelques cas où le prix d'achat était pas très élevé, donc du coup les amortissements sont pas top, etc. Ou le microbic et l'abattement de 50%, ça peut s'équilibrer. Donc à voir, il faudra que tu fasses tes calculs. Mais en tout cas, si tu souhaites continuer l'investissement locatif, que tu vas racheter d'autres choses, oui, ouvre directement maintenant, dès maintenant, ta liasse fiscale. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. On passe à la question suivante. Question numéro 4 de Marion. Salut Mehdi, j'aime beaucoup ce que tu fais, continue ainsi. Dis-moi, je voulais te poser une question, je suis sur un appartement, penses-tu que 120 € de charge mensuelle, c'est beaucoup? Alors, Marion, 120 € de charge mensuelle, pour moi, ça me paraît beaucoup. Maintenant, tu m'as pas dit la surface. Si c'est pour un appartement de 120 mètres carrés, c'est pas cher. Si c'est pour un studio, pour moi, c'est cher. Dans les 120 € de charge mensuelle, à mon avis, il y a chauffage collectif, eau chaude, eau froide. Souvent, lorsque des charges mensuelles sont aussi élevées, c'est que tout a été centralisé. Le chauffage, l'eau chaude et l'eau froide. Et du coup, tu les refactures au locataire. Pourquoi moi, je ne suis pas trop fan de ces charges élevées, même si finalement pour le locataire, c'est bien, tout est compris. Parce que souvent, s'il y a un pépin, c'est des gros coûts pour la réparation. Et souvent, dans ces charges élevées, ce sont des copropriétés avec beaucoup de lots. Il y a beaucoup d'appartements, du coup, ils ont tout centralisé. Donc moi, je ne suis pas trop fan de ces charges élevées. Si maintenant, malgré ces charges élevées, l'opération reste rentable, je te dis pourquoi pas. Mais surtout, si la copro est en bon état et n'est pas endettée à outrance, pourquoi pas. Mais généralement, les 120 € de charge comme ça, mensuelles, j'aime pas trop. On passe à la question numéro 5 de Kail57. Salut Mehdi, j'adore regarder tes vidéos. Tu es très naturel et c'est ce qui fait la différence. Merci Kail. Dis-moi, je m'intéresse au viager, qu'en penses-tu? Kail, si tu regardes mes vidéos, c'est donc que tu as vu celle du viager. Ou alors tu es en train de me raconter du pipeau là. Bon, qu'est-ce que je pense du viager? J'ai fait une vidéo dessus, je te laisse aller voir. Je vais te faire en très bref. Si tu as une âme de joueur, tu peux le faire, tu peux le tenter. Le viager, il y a de très bons coups à faire, comme de très mauvais coups à faire. Le problème principal que j'y vois, c'est que, on va pas se mentir, on mise, on attend la mort de quelqu'un. Donc pour moi, ça reste un peu glauque. Et aussi, si tu veux réitérer les opérations dans l'immobilier, tu vas pas pouvoir parce que tu vas donner un bouquet qui va te faire payer un crédit. Donc je sais pas, si tu as donné 60 000 € de bouquet, tu vas déjà payer 400 € par mois, plus tu dois donner une rente. Et en plus, tout ça, c'est pas déductible des autres revenus fonciers. Donc du coup, moi, j'y vois pas trop d'avantages. En plus, j'ai pas l'âme d'un joueur, mais je sais qu'il y en a qui ont fait des très bons coups. Je te dis, on mise, on va pas se mentir, sur la mort de quelqu'un. Et pour moi, j'ai du mal avec ça. Alors c'est vrai qu'on aide un peu les gens à mieux vivre jusqu'à temps qu'ils décèdent, mais pour moi, j'ai du mal. Si je devais choisir un viager, à la rigueur, j'aurais choisi le viager libre. Tu sais qu'il y a deux types de viager, occupé et libre, mais je ne peux pas débattre dessus là, dans cette vidéo. Donc si j'aurais dû m'orienter vers un viager, j'aurais pris au moins le viager libre. Mais c'est clair, moi, j'en prends pas. Voilà, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite. Question numéro 6 de Isda. Salut Mehdi, j'espère que tu vas bien. Je voulais te poser une question. Mes parents veulent me faire un cadeau et payer mes frais de notaire. En a-t-on le droit? Alors, Isda, hein, c'est ça? Oui, Isda. Oui, tout à fait. Tes parents ont le droit de te payer tes frais de notaire et de te faire un cadeau. Maintenant, deux choses. Soit ça rentre dans le cadre d'une donation qu'ils te font et tu n'as pas atteint ce plafond-là. Je te rappelle que ce plafond-là est de 100 000 € par enfant et par parent tous les 15 ans, plus un don manuel en argent de 31 865, je crois. Donc, soit tu ne remplis pas ces cases-là et tes parents te font cette donation et tu t'en sers pour payer tes frais de notaire. Soit tes parents t'ont déjà fait cette donation et du coup, là, te font un cadeau. Ça peut passer, mais il faut que ça reste cohérent avec le niveau de vie de tes parents et les revenus de tes parents. Si tes parents gagnent 200 000 € par an et qu'ils décident de faire un cadeau à leur fille de 31 000 €, ça peut passer. Si tes parents ne gagnent pas énormément d'argent et décident de te faire ce cadeau-là, ça aura du mal à passer en tant que cadeau. Donc voilà, à voir. Mais si tu rentres dans le cadre de la donation, fais-le passer directement en donation. Tu as le droit d'avoir un don manuel d'argent aux alentours de 31 865. Je te laisse regarder. Donc voilà. Mais si ça a déjà été fait et qu'ils te le donnent quand même, ça peut passer en cadeau. Mais attention, l'administration fiscale pourrait reconsidérer que vu qu'ils t'ont déjà donné, avec ce nouveau cadeau, on n'est plus dans le cadre
on dépasse le plafond de la donation et ce serait taxé. J'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, tu as des parents super sympas. Question de Kix28. Salut Mehdi, merci beaucoup pour tes vidéos. Je pense que ça ne t'a pas échappé la baisse des taux actuellement. Penses-tu que je devrais acheter maintenant ou attendre encore une baisse des taux? Alors, j'ai pas de boule de cristal, Kix. Ouais, c'est Kix. J'ai pas de boule de cristal, Kix. Pour moi, le bon moment, c'est quand il y a une bonne affaire. Le bon moment, c'était il y a 10 ans. Le bon moment, c'était il y a 20 ans. Le bon moment, c'est aujourd'hui. De toute façon, s'il y a une baisse encore des taux, dis-toi bien que c'est lié. Quand les taux baissent, la capacité d'emprunt, elle augmente. Et du coup, ça impacte les prix qui augmentent. En fait, tout est lié, c'est des pistons en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est des pistons. Quand les taux baissent, le piston des prix il augmente. Pourquoi? Parce que les gens peuvent emprunter plus. Pour une mensualité de 1000 euros, au lieu de pouvoir emprunter 200 000, ils vont pouvoir emprunter 260 000. Je dis une connerie. C'est juste pour t'expliquer. Donc du coup, vu que pour la même mensualité, on leur donne plus d'argent, eh bien, de l'autre côté, les vendeurs, ils le savent. Et du coup, on commence à augmenter les prix. D'accord? Donc, est-ce que tu dois acheter maintenant ou attendre, parier sur une baisse des taux? Moi, je suis plus d'avis de dire, on fait maintenant. Quand on trouve la bonne affaire, on fait maintenant. On ne sait pas de quoi ça ferait demain. Ça ne sert à rien de se dire, c'était le bon moment il y a 10 ans, ça sera le bon moment dans 15. On fait maintenant. Si c'est une bonne affaire rentable, comme j'explique dans ma formation, comment trouver une bonne affaire et comment calculer, on fait maintenant. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. On passe à la question suivante, une question de Will60. Salut Mehdi, j'espère que tu vas bien. Que penses-tu du regroupement de crédits sur 35 ans? Alors, bonne question. J'ai vu que c'était un petit peu à la mode, ça fleurissait un peu, les rachats de crédits sur 35 jusqu'à 99 ans, l'âge de l'emprunteur, on vous garantit, etc. Qu'est-ce que j'en pense? Si tu es en difficulté actuellement, voilà, il ne te reste plus de cash flow, que tu es en difficulté, oui, ça peut être une bonne solution parce que du coup, tu vas te donner une bouffée d'oxygène et tu auras plus de cash flow. Il faut savoir que ces prêts-là, par contre, coûtent cher. Les frais qu'ils te prennent au départ sont très chers. Deuxièmement, il faut savoir que même si du coup, tu vas régénérer des nouveaux intérêts, tu ne pourras pas venir les enlever. L'administration fiscale, elle garde ton tableau d'amortissement initial. Donc forcément, les nouveaux intérêts que tu vas payer beaucoup plus cher, tu ne peux pas venir les enlever. Va-t'en toi. Et du coup, l'administration fiscale garde le tableau d'amortissement initial. Donc bah oui, sinon faut les comprendre un peu. Sinon, tu n'arrêtes pas de faire racheter, de régénérer des nouveaux intérêts. Et puis en fait, tu enlèves ça pendant 50 ans. Non. Maintenant, ils prennent le tableau d'amortissement initial. Tu fais racheter, c'est ton problème. Si les nouveaux intérêts dépassent ceux du tableau d'amortissement initial, c'est ton problème. Tu as le droit d'enlever dans le maximum du tableau d'amortissement initial. J'espère que tu m'as compris. Qu'est-ce que j'en pense? Je te le dis, ça peut être une solution si tu es en galère, entre guillemets, si tu commences à être limité au niveau de ton cash flow, tu n'y arrives pas trop, ça peut être une solution pour bouffer d'oxygène. Mais il faut que tu saches que ça coûte très cher, que pendant 35 ans, on rembourse uniquement des intérêts et très peu de capital au départ, pendant un bon nombre d'années. Donc, il faut que ce soit réfléchi. Voilà, j'ai envie de te dire, si maintenant, tu as beaucoup de biens que tu le fais, tu te dégages 1 500 € en plus par mois de cash flow, pourquoi pas. Si tu le fais, tu te rajoutes 15 ans dans la tête pour gratter 200 € par mois, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Donc, fais tes calculs et pense bien à tout ça. Et surtout, regarde bien les frais, ils prennent très cher. Je crois que c'est entre 8 et 10% du capital emprunté pour repartir sur 35 ans et des bananes. Donc ça, négocie-le si tu dois le faire. Et on arrive à la dernière question, question de Jonathan. Salut Mehdi, force à toi, j'adore tes vidéos, continue, ne change jamais. C'est prévu, normalement, je reste le même. Dis-moi, j'achète au rez-de-chaussée, qu'en penses-tu? Alors, Jonathan, le rez-de-chaussée, ce que j'en pense. Théoriquement, c'est moins cher qu'à l'étage. Pourquoi? Parce que y a plus de risques de cambriolage, les gens aiment moins, c'est peut-être un peu plus brillant, etc. Maintenant, il y a rez-de-chaussée et rez-de-chaussée. Si tu as un rez-de-chaussée à l'intérieur d'une copro, c'est-à-dire qu'il y a un portail devant, on rentre à l'intérieur, donc il n'y a pas beaucoup de nuisances, avec un jardin en jouissance, etc. Voilà, pourquoi pas. Il y a rez-de-chaussée et rez-de-chaussée. Il y a rez-de-chaussée en plein sur la rue et rez-de-chaussée à l'intérieur d'une copro avec un petit jardin, etc. Ce que je peux te dire, c'est que la plupart des gens, lorsque tu prends un rez-de-chaussée, tu t'exclus à peu près 20% du marché locatif. C'est-à-dire il y a 20% des gens que tu ne toucheras pas, qui ne veulent pas le rez-de-chaussée. Mais en contrepartie, dans les 80% qui restent, tu as 10% à peu près qui ne jurent que par des rez-de-chaussée. Des personnes un peu âgées, des personnes peut-être
handicapés. Donc tu vois, tu as un marché pour le rez-de-chaussée, tu t'exclus d'un marché, mais tu en touches un autre spécifiquement. Si en plus tu as un petit bout de jardin pour en avoir la jouissance, etc. Voilà. Donc il faut savoir qu'un rez-de-chaussée, ça se vend théoriquement toujours moins cher que les étages au-dessus. C'est moins cher au prix du mètre carré rez-de-chaussée, mais ça a ses avantages et ses inconvénients. Ses inconvénients, je te l'ai dit, c'est ce que le niveau sonore, les bruyances, la possibilité de te faire cambrioler plus facilement. Et les avantages, c'est quoi? C'est que lorsque tu as un rez-de-chaussée, tu es quand même exclu de certaines charges de copropriété. Tu ne payes pas de charges d'ascenseur s'il y en a. S'il y a un ascenseur et qu'il ne sert qu'à monter aux étages, tu ne payes pas puisque tu n'en as pas l'utilité ni la jouissance. Par contre, si tu as une place de parking en souterrain et que du coup tu te sers de l'ascenseur pour descendre dans ta place de parking, tu vas devoir aussi payer des charges d'ascenseur. Mais si tu n'as pas ça, tu ne payes pas de charges d'ascenseur. Donc déjà, ça reste un beau budget. Si demain il y a des réfections d'ascenseur, etc., tu n'es pas concerné. Donc voilà, ça c'était l'un des autres avantages du rez-de-chaussée. Et moi, je ne suis pas contre les rez-de-chaussée, mais comme je t'ai dit, il y a rez-de-chaussée et rez-de-chaussée. Si c'est rez-de-chaussée en plein boulevard passant, ça ne m'intéresse pas. Si c'est rez-de-chaussée un petit peu en reculé avec un bout de jardin, etc., ou une petite terrasse, pourquoi pas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, de cette foire aux questions. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit like, partagez, parlez-en autour de vous. Tu sais que YouTube, pour me mettre en avant, ils aiment bien ça. Pose-moi des questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre la prochaine fois. Si tu veux nous rejoindre, le lien, et continue avec moi, le lien est sous la vidéo pour rejoindre ma formation, notre groupe WhatsApp. On se pousse tous ensemble, on se motive, on se met des photos des biens qu'on achète, on se donne nos combines. On est vraiment une team. Je vous passe le bonjour, la team Né pour réussir. On est vraiment une super team, on a un super groupe. Donc si tu veux nous rejoindre, tu es le bienvenu. Si ce n'est pas encore le cas, je te souhaite d'excellentes vacances. Si tu en es déjà rentré, je te souhaite plein de motivation pour passer à l'action. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao.